On se retrouve à 22 heures absolument. On va s'embarquer là sur un terrain beaucoup plus sérieux en tout cas. On va aller sur le terrain de la Russie. On va en parler pendant 3 quarts d'heure jusqu'à 22 heures. Et d'abord avec une invitée exceptionnelle, Elena Voloshin. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de me recevoir. Vous êtes grande reporter, journaliste pour France 24. Vous êtes franco-russe. Vous êtes né en Russie et vous venez de recevoir le prestigieux prix Albert Londres, le plus prestigieux prix du journalisme francophone pour votre livre qui s'appelle Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine. Alors on va en parler et notamment, et on en reparlera dans un quart d'heure avec nos autres invités, mais quand on voit encore que ce week-end, Vladimir Poutine vient d'annoncer le test réussi d'un missile à propulsion nucléaire, alors à chaque fois l'Europe a peur. Et à chaque fois, on en a déjà parlé sur ce plateau, on se dit que Vladimir Poutine réussit son coup à intimider et à nous faire peut-être avoir un complexe d'infériorité, qui n'est peut-être pas forcément juste, mais en tout cas, il arrive à ses fins, en tout cas. Alors, moi, l'objet de mon livre, ça a été d'expliquer comment on en est arrivé là, en fait. Parce qu'effectivement, Vladimir Poutine qui menace avec des armes nucléaires, évidemment, alors qu'il a lancé une invasion à grande échelle et une agression contre le pays voisin, la dissuasion et qu'il a adapté sa doctrine nucléaire pour l'assouplir de plus en plus, c'est-à-dire les cas d'emploi possible de l'arme nucléaire dans des termes de plus en plus vagues. Évidemment, ça impressionne énormément et c'est fait pour, c'est-à-dire qu'on doit toujours se poser la question, mais est-ce qu'il peut passer à l'acte, dans quelles conditions, etc., etc. Moi, l'objet de mon livre, ça a été en fait d'expliquer comment on en est arrivé là et que tout ça en fait était déjà écrit, lisible. Et l'après 24 février 2022, l'attaque de l'Ukraine fait le dernier chapitre. Et c'est presque une conclusion logique. Alors, je ne suis pas à dire qu'on aurait pu le prévoir, mais par exemple, lorsqu'en 2018, Vladimir Poutine prononce une allocution devant l'Assemblée fédérale, c'est son discours annuel, son discours au Congrès. Et là, il fait tout d'un coup, au lieu de faire un programme de politique social, économique, il peut le faire tous les ans, il lance un diaporama avec tous les nouveaux missiles en train d'être élaborés et qui vont pouvoir en fait voler quasiment indéfiniment autour de la planète grâce à leurs réacteurs nucléaires et capables de porter des têtes de plus en plus. Alors même qu'on est dans les traités START, on est en train d'essayer de négocier le désarmement nucléaire, etc. Ouais. Voilà. Et lui, tout d'un coup, il rentre dans cette rhétorique-là et ça reste à l'intérieur de ce monde russe, entre guillemets, que je décris dans mon livre. Et moi, j'étais correspondante en Russie, donc on le voyait au premier chef. Et là, je pense que... Pardon de faire de la pub, mais je me permets de ce prix pour le faire, mais c'est important de le lire, en fait, parce que ça nous permet aussi, quelque part, d'anticiper. Je ne dis pas, encore une fois, qu'il faut se dire on va l'avoir, la guerre nucléaire, mais simplement, je pense que les efforts qui sont faits aujourd'hui pour dire, voilà, il faut savoir relever le défi, et sur le terrain militaire comme sur le terrain informationnel, d'ailleurs, en travaillant sur les récits, en travaillant sur la propagande, mais aussi en nous réarmant et en montrant qu'on n'est pas des faibles et qu'on peut, non pas forcément vouloir aller à la guerre, mais pouvoir avoir les moyens de notre défense. Je pense que c'est nécessaire, indispensable, parce que de l'autre côté, on a vraiment quelqu'un d'extrêmement déterminé et dont les actions ne dépendent que des moyens qu'il aura pu se donner. On va parler justement de cette propagande en Russie. On va voir un ou deux extraits justement de reportages, mais pourquoi elle marche aussi bien, cette propagande en Russie? Parce que finalement, la propagande, elle peut avoir lieu dans tous les pays, elle a eu lieu tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, que pensent les Russes du monde extérieur? Comment le reçoivent-ils? Et là, évidemment, je m'adresse à vous qui avez la double nationalité, la double casquette. J'ai pas seulement la double nationalité, j'ai expliqué sur 424 pages de comment il est possible qu'il pense ce qu'il pense. Et là, je vais vous répondre, comme me l'a répondu dans la conclusion de mon livre, une psychologue que j'ai interrogée, qui est en ce moment à Moscou et qui m'a parlé de façon anonyme. On ne peut pas parler de ce qu'il pense, on peut parler de ce qu'il retransmettent. C'est-à-dire qu'on a une population qui a été soumise à des techniques, à des mécaniques de propagande extrêmement puissantes et qui s'exprime à coups de dogmes, de slogans. Et oui, on est dans un... mais enfin, comment les nazis ont-ils soutenu, comment les Allemands ont-ils soutenu le national-socialisme, comment les soviétiques ont-ils marché derrière Staline, alors le RSS a été attaqué, donc évidemment on a quand même un contexte qui est mais ce sont des mécanismes de fabrication d'un mythe qui sont propres à n'importe quel espace totalitaire, en fait, et on ne peut pas dire de la propagande, il y en a eu toujours, ça c'est du relativisme. Non, il n'y en a pas eu toujours, il n'y en a pas eu dans tous les cas. Il faut définir ce qu'est la propagande. La propagande, c'est pas seulement un message télévisé, une affiche, c'est lorsque les
récepteurs de la propagande, c'est-à-dire les gens qui y sont soumis, s'en font les vecteurs et propagent ce mythe par définition en 3 dimensions autour d'eux. Et vraiment, ça construit une véritable réalité parallèle où finalement les Russes vont dire voilà, on reçoit aujourd'hui, on met une plaque à la mémoire de notre héros qui défend notre patrie. Et le héros en question, c'est un type qui a fait 15 ans de tôle parce qu'il a violé des petites filles et qui a été envoyé dans une tranchée en Ukraine pour envahir le pays voisin. De ces anciens combattants, criminels parfois libérés, qui reviennent dans des villages, commettent d'autres crimes. Mais parfois, il y a eu des tensions quand même en Russie là-dessus, ou non, ou finalement c'est oui, évidemment qu'il y a eu des tensions. Non, mais de toute façon, une dictature se maintient par 2 biais, par l'adhésion du peuple, mais aussi par la terreur. Donc, je ne suis pas à dire que tous les Russes, dans leur totalité de 140 millions, pensent exactement la même chose. Et c'est pour ça que j'essaie d'expliquer dans ce livre quelque chose que je ne vais pas pouvoir faire sur ce plateau en 5 minutes, d'extrêmement complexe. C'est-à-dire comment ça marche et comment ça se passe. Parce que, alors, est-ce qu'ils pensent vraiment ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils pensent ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, alors qu'ils n'arrivent même plus à penser parce que voilà, on préfère... Bien, la fabrique de l'aveuglement, c'est quelque chose qui relève de la psychanalyse. Ça peut se passer au niveau individuel, mais ça peut aussi se passer au niveau d'une société, d'une nation. C'est comme ça que les gens qui vivent dans un certain espace mental, culturel, historique, ils adhèrent à un récit. Sauf que le problème, c'est que ce récit ne correspond pas à la réalité des faits. Et moi, j'essaye de réarmer les faits, de les rétablir dans leur droit, de dire voilà ce qui s'est exactement passé, quasiment chronologiquement. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Qu'est-ce que la télévision russe ou l'Internet, peu importe les récits, expliquaient à ce niveau-là? Mais de toute façon, quel que soit le médium et le support, dans cet espace-là, c'est exactement le même message qui est diffusé, que ce soit dans une école, que ce soit dans une exposition, que ce soit à la télévision, que ce soit dans la myriade de sites qui ont été créés par le Kremlin, que ce soit en Russie, dans les territoires occupés d'Ukraine ou à l'extérieur, même chez nous, eh bien, ce sont exactement les mêmes messages. Donc, justement, vous parlez de la télévision, ça n'est qu'un des outils. Évidemment, vous approfondissez ça beaucoup plus dans votre livre, mais juste pour montrer à nos téléspectateurs, pour aller sur le terrain, regardez juste un extrait de ce reportage de notre correspondant Luc Lacroix à l'époque. C'était en 2023, mais il s'était rendu dans un village vraiment au centre de la Russie pour voir comment les Russes étaient informés à travers évidemment le prisme de cette propagande. On regarde et on en parle juste après avec vous, Elena Voloshin. Kryusha ne compte qu'1 millier d'habitants. Alexandra Titova a 83 ans. Comme les 2 tiers des Russes, elle s'informe surtout par la télévision. Voilà, c'est là où on reçoit les nouvelles. Une de ses 3 chaînes préférées, la télévision de l'armée. On y vante sans cesse les succès supposés des forces russes. Les militaires russes ont repoussé une attaque contre une base navale de la mer Noire. Et selon elle, ce n'est pas la Russie qui a déclenché la guerre. Qui est coupable? L'Amérique. L'Amérique. Elle se mêle de tout, cette Amérique. Elle a envahi tout le monde. Un point de vue partagé par presque tous les habitants que nous avons rencontrés. Dans sa bibliothèque, Nina Vinogradova entretient le culte de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quand Poutine prétend combattre le nazisme, elle y croit. Oui, on se bat de nouveau contre le nazisme. On s'est battu contre le nazisme à l'époque et on le refait aujourd'hui. Elle consulte uniquement les sites qui reprennent les informations officielles. À la télévision, sa présentatrice préférée, c'est Olga Skabeyeva. Elle a consacré des heures d'émission au massacre de Boutcha, mais pour dire que ce serait une mise en scène. Sur Boutcha, vous savez quoi? Je n'y crois pas. Nos troupes et nos soldats en général sont les soldats les plus humains du monde. Il faut dire qu'une dizaine d'hommes du village sont partis combattre en Ukraine. Elena, les Russes, alors c'est pas non plus la Corée du Nord, il y a quand même Internet, il y a quelques fenêtres sur le monde pour éventuellement relativiser ou questionner ce qui est diffusé par les médias d'État ou pas? Alors moi, ce que j'essaie de faire dans ce livre aussi, c'est un peu d'abattre nos représentations mentales. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour parler d'une dictature, d'évoquer forcément la Corée du Nord. Parce que voilà, ça, on l'a posé. Je l'ai fait. Bah voilà. Oui, mais on l'a posé là où c'est. Bon, la Corée du Nord, c'est terrible, c'est horrible, un horrible dictateur. Tout le monde pense pareil et tout. Mais la Russie est une dictature qui a ses mécanismes propres, son histoire propre, sa logique propre. Encore une fois, ce que vous avez entendu là, à l'échelle d'un village, la fabrication de l'opinion ou du récit dans une dictature telle que la Russie ne se fait pas seulement par la force de persuasion. Ça se fait sur des années, ça se fait en travaillant sur la corde sensible, ça se fait par des discours de haine, ça se fait autant...
voilà, en fait, c'est tellement complexe que je ne peux pas vous dire juste oui, non, c'est pas la Corée du Nord, oui, c'est la Corée du Nord. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ces discours que vous avez entendus dans ce sujet, moi, je les ai entendus un 24 février 2022 à Belgorod, parce que j'étais à la frontière au moment où la guerre a commencé. On a des chasseurs qui passent dans le ciel pour aller bombarder l'Ukraine. Et les gens qui sont là disent on n'est pas en train d'attaquer l'Ukraine, ce sont eux qui nous attaquent. Donc, si vous voulez, après, il ne suffit pas de dire oui, c'est faux et c'est de la propagande. Moi, ce que je fais dans ce livre, c'est de remettre les faits à leur place. Encore une fois, d'expliquer que non, l'OTAN n'allait pas attaquer la Russie. Pourquoi ? Dans quelle mesure il n'y a pas de bonne raison, il n'y avait pas de bonne raison d'attaquer l'Ukraine. Pourquoi il n'y a pas eu de coup d'État nazi sur Maïdan en 2014 ? Ça, pareil, je décortique vraiment point par point. Qu'est-ce que c'était cette histoire d'extrême droite sur Maïdan ? Où étaient les nazis ? Où est-ce qu'ils n'étaient pas ? Qu'est-ce qui s'est passé en Crimée ? Enfin, il faut remettre les faits à leur place. Et ensuite, pourquoi les Russes y adhèrent ? Parce que tout simplement, eux, ils sont dans une réalité parallèle, dans une réalité inversée. Et et comment ça se passe ? Il faut lire mon livre. Vous parliez d'histoire. Est-ce aussi parce que, à la fois, il y a une expertise de la propagande. Vous disiez, c'est pas comme la Corée du Nord, voilà, à la limite très tout blanc ou tout noir. La Russie a depuis des décennies, depuis des décennies de communisme, avant de tsarisme. Est-ce qu'il y a une très longue tradition de propagande? Et qui date de bien avant, évidemment, la guerre. Oui, bien sûr. On a des choses qui reviennent, mais comme chez Staline avec la Finlande, qui disait qu'en fait, la Finlande avait attaqué l'URSS, chose pour laquelle l'URSS avait été exclue de la Société des Nations par rapport à la guerre d'hiver. Ben non, là, c'est dans ce... Et l'opération sous fausse bannière, c'est-à-dire il avait mis, au moment où il attaquait la Finlande, une mise en scène comme quoi, il y avait des bombardements côté russe dans le village de Manila, au nord de la Russie, enfin de l'Union soviétique, du coup, à l'époque, pardon. Mais si vous voulez, ce sont des choses qu'on fabrique de toutes pièces, mais encore une fois, avec des récits et des mécanismes qui sont hérités. Moi, j'ai une enseignante qui étudie la propagande stalinienne et qui m'explique qu'aujourd'hui, dans les écoles, c'est vraiment, il y a des choses qui sont reprises quasiment mot pour mot. Est-ce que, comme on l'a vu là dans les extraits de reportage, est-ce que une très grande majorité des Russes croient dur comme fer à ces éléments de propagande, ou est-ce que, encore une fois, parce que les Russes ont subi des décennies ou des siècles de régimes durs, ultra-autoritaires, il y en a aussi beaucoup qui, peut-être, ne se bercent pas d'illusions, mais préfèrent, on se tient loin de cela, on a toujours été opprimés, et donc on est dans une mécanique de survie. Ils sont dans une mécanique de survie. Après, est-ce qu'ils sont en train de dire que Vladimir Poutine les opprime ? Je ne pense pas. Ils sont en train de le subir, mais ils se persuadent que c'est quelqu'un qui est là pour les sauver. Au contraire, parce qu'il y a un transfert de responsabilité. L'oppresseur est présenté comme étant l'Occident. C'est-à-dire que comme il y a des bonnes raisons, soi-disant, à l'opération militaire spéciale, c'est parce que l'Occident allait attaquer la Russie. Donc en fait, ils ne le vivent pas. Ils subissent cette oppression, mais comme il y a une absence d'alternative, ils glorifient en fait à l'inverse presque leur bourreau au sens propre. C'est pas la première fois évidemment que je pose cette question en plateau, mais cette guerre en Ukraine, bientôt 4 ans. Évidemment, des débats sur le nombre de morts, mais des centaines de milliers de morts parmi les Russes, des jeunes, l'exil, on parle d'1 million de personnes, d'élites russes, des élites qui auraient fait la Russie de demain, de scientifiques, d'ingénieurs qui sont partis. Ça, les Russes ne le voient pas. Mais moi, je ne peux pas vous dire, parce que là, on tombe dans un débat où je dois vous dire combien de Russes le voient, combien de Russes ne le voient pas. Ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est qu'il y a un récit national. Il y a un mythe. Il y a des affiches partout, il y a des cours dans les écoles, il y a une nouvelle génération qui est en train de grandir, qui, elle, pour le coup, va être persuadée vraiment dur comme fer que de prendre un fusil à 14 ans pour aller se battre à 18 ou même plus tôt, c'est normal, quelle que soit la cause qu'on est censé aller défendre, c'est-à-dire en réalité dans le monde réel, attaquer. Mais à l'heure actuelle, en fait, on s'en fiche presque de ce que pensent ou de ce que pourraient penser sincèrement les gens dans un tel espace. Nous, on essaie d'analyser ça par rapport à nos représentations occidentales et de donner le crédit à l'individu de sa pensée, de son expression, de sa prise de décision politique. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans une dictature qui s'est verrouillée, encore une fois là, sur des années. Donc, ça sert à rien, en fait, d'essayer de comprendre en réalité et sincèrement ce que pense cette personne, parce que même que sincèrement, elle penserait autre chose. Nous, on a vécu ça, par exemple, en 2018, lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde de foot, la propagande anti-occidentale sur les traîtres, etc., qui étaient contre le régime, elle avait un peu baissé d'un cran parce qu'on recevait le monde entier pour célébrer cette grande fête du football et qu'on avait besoin. Tout le monde s'est détendu, tout le monde était ami avec tout le monde. Il n'y avait plus cette haine, en fait, et cette peur, cette forteresse assiégée qui fait qu'on déteste un ennemi qui veut nous détruire juste parce qu'on ne peut pas détester le pouvoir qui nous oppresse. Et
Et je pense que si demain le régime se relâche, tombe, il y a une fenêtre d'ouverture, on les a eu ces espoirs démocratiques, on les a eu au début des années 90, on les a eu en 2012, lorsque Poutine est revenu au pouvoir, il y a eu d'immenses manifestations dans les rues. Il y en a encore eu quelques-unes au début de la guerre à grande échelle, mais ça a été très vite réprimé. Donc effectivement, on ne peut pas savoir combien de Russes, etc. Mais vous le disiez, Luc le disait très bien dans son reportage, il est allé dans ce village et tout le monde dit la même chose. C'est ça qui est important. Juste le mot de la fin hors antenne, quand vous êtes arrivé dans le studio et que je vous félicitais pour ce prix Albert Londres remarquable, vous me disiez, évidemment, je suis très honoré, mais ça m'oblige. Mais oui, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Alors, non seulement ça m'oblige moi, mais ça nous oblige nous. C'est-à-dire que c'est un nous collectif. Le prix Albert Londres, c'est pas juste moi personnellement, ce sont les autres personnes qui l'ont reçu, ce sont ceux qui le portent. Et par extension, j'ai envie de transmettre à tous mes journalistes et à tous mes consoeurs et confrères que le meilleur moyen de combattre la propagande, c'est d'être dans l'excellence, dans l'acuité des faits, de nous en tenir aux faits, parce que les gens ne font pas confiance. Il faut pas, vraiment, non seulement la propagande, mais nos propres biais, nos propres erreurs qui créent de la désinformation, parce que c'est ça la différence, c'est l'intentionnalité. On n'a pas l'intention d'influencer, de manipuler l'opinion, mais on se trompe souvent par manque de professionnalisme. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas censé convaincre les gens d'autres théories, mais on est censé ramener les faits dans leurs droits. Et c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à des questions un peu vagues, parce que j'ai envie qu'on aille dans le détail, j'ai envie qu'on remette cette histoire à sa place. C'est pour ça que j'insiste pour qu'on lise mon livre. Et il faut que les journalistes, vraiment, on soit très très professionnels, parce qu'on est dans un moment où on est attaqué, il faut relever ce défi, et on le doit à notre public, et on le doit à notre démocratie. Il faut lire le livre en détail, plus de 400 pages, je crois, 424 pages. Ça, je suis désolée pour ça. Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine, 9e prix Albert Londres. En tout cas, encore une fois, félicitations Elena. Merci d'avoir été sur le plateau, et le temps qu'on accueille nos prochains invités, parce qu'on va poursuivre la discussion, et notamment avec ce que vous venez de dire, eh bien on va revenir sur cette, je vais même pas dire une démonstration de force, en tout cas cette volonté à nouveau de distiller la peur, et l'Europe semble à chaque fois tomber, si j'ose dire, dans le panneau, avec l'annonce par Vladimir Poutine du test réussi d'un missile à propulsion nucléaire. C'était ce week-end. Regardez les explications de notre journal de 20h de Maryse Burgot, et on en parle juste après. Les Russes l'ont baptisé l'oiseau de tempête. C'est leur tout nouveau missile de croisière à propulsion nucléaire. La Russie montre les muscles. Vladimir Poutine, entréhi, sourire aux lèvres, vient annoncer que les tests sont achevés et qu'il va mettre en service cette nouvelle arme. Il s'agit d'une création unique que personne au monde ne possède. Il a fallu 7 ans pour fabriquer ce missile qui utilise un réacteur nucléaire, contrairement à un missile classique propulsé par du kérosène. Ce qui allonge considérablement le temps de vol et la portée du missile, selon les experts, jusqu'à 20 000 km. Autre point fort, il vole à très basse altitude, il peut descendre jusqu'à 25 mètres au niveau de la cime des arbres. Sa trajectoire est difficilement prévisible. Vous pouvez faire quasiment au moment faire un rond, faire un demi-tour et repartir. Pourquoi? Parce qu'il a une très grande autonomie. Ça ne le rend pas absolument invisible, ni indétectable pour les défenses aériennes. C'est juste une question d'organisation. Il n'y a pas de péril, mais c'est vrai que c'est un missile unique dans son genre. En visite au Japon, Donald Trump a réagi à ce test. C'est inapproprié de la part de Poutine. Il devrait mettre fin à cette guerre en Ukraine. La guerre qui devait durer une semaine entrera bientôt dans sa 4e année. Voilà ce qu'il devrait faire, plutôt que de tester ses missiles. Si l'essai de la semaine dernière est réussi, le missile est loin d'être opérationnel. Un essai raté en 2019 avait provoqué la mort de 5 personnes et d'importantes radiations. Allez, on poursuit le débat sur pourquoi la Russie arrive-t-elle à ce point-là inspirer la peur en Europe, alors que l'Europe est dans les faits matériellement plus riche, plus peuplée, plus puissante aussi. On va en parler notamment avec nos 2 invités sur notre plateau. Jean de Gliniasti, bonsoir. Voilà. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions russes et ancien ambassadeur de France en Russie. Votre dernier ouvrage, Géopolitique de la Russie, est à trouver chez Erol. Vice-amiral Michel Olagaray, bonsoir. Bonjour. Vous êtes ancien directeur du Centre des hautes études militaires. Alors justement, on vient de voir le reportage, c'est un reportage de Dorothée Oliéric sur ce nouveau...
Alors ce test réussi, en tout cas c'est ce qu'a annoncé Vladimir Poutine, d'un missile à propulsion nucléaire. Alors là je parle évidemment aux militaires que vous êtes. Est-ce que c'est tout à fait nouveau? Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que là encore, Vladimir Poutine joue un peu sur voilà, la propagande d'une pub censée nous faire peur? C'est un premier test réussi après 12 échecs. Alors vous savez, dans ces domaines-là, on n'aime pas les échecs. Et réussir un tir et réussir une série de tirs, c'est donner une véritable consistance, si vous voulez, à la capacité de le mettre en œuvre et de faire planer la menace qu'on veut bien faire planer, puisqu'il s'agit de menaces, puisqu'il s'agit du côté... Vous savez, il y a les permanences à la dissuasion nucléaire pure et dure, et puis il y a aussi tout ce qui est à côté, la gesticulation, le marketing, etc. Chaque fois que Poutine est dans un instant difficile, là c'est la crise des Tomahawks par exemple, il sort une arme fabuleuse. La crise des Tomahawks parce que Vladimir Poutine a peur qu'il y ait des livraisons, en tout cas, à l'Ukraine, de missiles Tomahawk qui pourraient aller beaucoup plus loin en profondeur. C'est cela. Et donc, il a sorti, au tout début de la guerre de l'Ukraine, sur une espèce de gigantesque missile qui devait effrayer tout le monde. Ensuite, ça a été l'Oreshnik. Le Sarma, c'est ça. Le Sarma, c'est ça. Ensuite, ça a été l'Oreshnik. Et puis, il a sorti aussi une torpille hypersonique, supersonique, alors un truc fabuleux qui pouvait dézinguer New York. Enfin, c'était extraordinaire. Donc, chaque fois qu'il a besoin, il y a cette espèce de gigantesque gesticulation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le prendre au sérieux. C'est-à-dire que les armées, quelles qu'elles soient, et les hommes politiques, je l'espère, doivent prendre au sérieux tout ce qui se présente, surtout de ce niveau-là. Donc, ce qu'il y a de dangereux en Russie, c'est qu'il y a d'abord un patron, il a un projet, je ne sais pas lequel, M. Liliassi pourra peut-être m'éclairer en ce domaine, parce que savoir quel est le projet de la Russie et de Poutine, eh bien, je me pose encore des questions. Je pense que beaucoup de gens devraient se poser la question avant d'affirmer, par exemple, péremptoire qui veut envahir l'Europe ou autre chose. Envahir l'Ukraine, ça c'est sûr. Quand il y a un chef, des moyens, et les moyens militaires russes sont importants, et la mise sous tension de tout un pays en économie de guerre, on peut dire qu'il y a véritablement danger. Donc il y a d'abord la menace structurelle, il y a bien sûr toute la gesticulation dont on vient de parler avec ce missile en particulier, qui est nucléaire de deux façons différentes, puisqu'il peut porter une charge nucléaire, et que d'une façon tout à fait spécifique, il a une propulsion nucléaire qui lui donne une capacité, semble-t-il, de durer très longtemps, et donc éventuellement de parcourir entre 15 et 20 000 kilomètres sur Terre, ce qui est largement assez pour atteindre Washington et New York. Jean de Glignasti, pour terminer sur cette histoire de missiles à propulsion nucléaire, je ne dis pas que vous êtes un spécialiste, rassurez-vous, de la chose nucléaire, mais, ou des missiles, mais est-ce que est-ce que la Russie a vraiment aujourd'hui les moyens d'avoir, j'allais dire, une excellence militaire technologique, sachant qu'on a entendu parler d'exil, des élites scientifiques russes, 1 million de jeunes chercheurs qui sont partis. Ok, c'est une économie de guerre, mais est-ce que la Russie a les moyens d'être en pointe aujourd'hui? Ben oui, parce que c'est l'aboutissement d'abord d'une longue priorité accordée à la force nucléaire. Quand le PIB de la Russie a diminué de 50% entre 90 à peu près et 2000, les crédits pour la force nucléaire russe n'ont pas bougé d'un poil. Et à partir de 2005-2006, on a vu apparaître des missiles, le Boulava par exemple, qui avaient été en fait conçus pendant la période de crise totale et de déréliction de l'économie russe. Donc ça a été la priorité absolue de la Russie, puisque même dans les moments de faiblesse, sa force nucléaire, c'est son statut de grande puissance. Donc ça a toujours été prioritaire. Donc, et c'est pour ça qu'on a vu apparaître dans un discours de Poutine il y a 2 ans à peu près, une série d'armes que l'Occident n'avait pas. Par exemple, le Kinjal, c'est-à-dire ce qu'on appelait les armes hypersoniques, et on s'est dépêché de les rattraper. C'est des armes qui vont très très vite. Encore qui vont peut-être 5-6 fois la vitesse du son, et parfois 10 fois. Donc effectivement, le Kinjal... 5-6 fois la vitesse du son, pour nos téléspectateurs, ça fait 6-7 000 km/h. La vitesse du son, c'est 1000 1200, ouais. Donc 7 fois, c'est 7000, 8000. Et là, on ne les avait pas, ces armes-là, et dont il disait d'ailleurs qu'elles n'étaient pas interceptables. Alors on a... Ça a été un discours il y a 2 ans. En fait, moi, je sais qu'on avait dans nos cartons des armes de ce type, et nous sommes très proches
de les avoir, mais on ne les a pas encore. Nous, vous parliez des Français ou des... Et les Américains viennent de tester leur dernière arme hypersonique, mais ils avaient un retard sur les Russes. Donc c'est vrai que pour l'arme nucléaire, les Russes sont, disons, en avance un peu sur les autres. Et pas forcément sur le reste de l'armement. C'est le moins qu'on puisse dire. On va en parler. Juste, et puis avant d'aller retrouver justement au hub Robin Dussène, qui va nous faire le comparatif justement sur les puissances militaires, économiques, démographiques entre l'Europe et la Russie. Je voulais juste vous faire écouter, vous l'avez forcément entendu il y a quelques jours, Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées françaises, qui disait cela, et je voulais avoir votre réaction. Écoutez-le. Russie est un pays qui peut être tenté de poursuivre la guerre sur notre continent. Le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prêtes à un choc dans 3-4 ans qui serait une forme de test. Alors, un choc. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et justement, on va parler de la manière dont la Russie clairement joue sur l'inquiétude des Européens. Un choc d'ici 3-4 ans. Alors, un choc, ça ne veut pas... En forme de test, c'est ce que dit le chef d'état-major. Ça ne veut pas forcément dire une invasion grandeur nature et une pluie de missiles nucléaires sur Paris, Berlin et Londres. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça veut dire qu'il y a d'abord dans les armées, dans l'expression des armées, qui sont autorisées bien sûr par le pouvoir politique, une très grande continuité. Car ce qu'a dit le général Mandon, à juste titre, avait déjà été dit par le général Burkhardt, peu avant son départ. Il y a quelque temps, on disait que l'échéance était dans 5 ans. Je m'aperçois qu'elle diminue au fur et à mesure que le temps avance. C'est-à-dire que le danger est véritablement là et que maintenant, nous allons atteindre les seuils de l'urgence. Des gens disent on joue à se faire peur, soit c'est pour encore donner plus d'argent dans le budget qui est difficile en ce moment aux armées. Les gens peuvent toujours dire, mais on ne peut pas faire d'impasse quand il y a en face ce qui a été souligné par M. Gignassi, c'est-à-dire une menace véritable militaire. D'ailleurs, quand il parlait de la dissuasion nucléaire, pour laquelle les crédits n'ont certainement pas baissé en Russie, je signalerai aussi qu'en France, ça a été aussi le cas. Alors que les armées ont été taillées, comme ce n'est pas permis avec les dividendes de la paix, d'une façon ahurissante, supprimer 100 régiments sans qu'une organisation quelconque ne hurle, ça s'est rarement vu. Et il faut quand même souligner de quelle façon les armées ont réagi, ont encaissé le coup, mais sont terriblement affaiblies. La suspension du service national aussi, je ne dis pas qu'il faille le rétablir, mais tout ça a été extrêmement brutal. Et effectivement, nous, qu'allons-nous faire ? Mais vous voulez dire, on a beaucoup coupé dans le budget des armées en France, mais on n'a pas touché à la dissuasion nucléaire ? Je crois que la dissuasion nucléaire a été largement épargnée, car c'était, au fin du fin, c'était quand même la protection, le parapluie ultime. L'assurance vie ultime. Qui joue encore son rôle, bien que c'est vrai qu'on assiste à des stratégies de contournement. Donc il y a une très grande continuité dans la position des armées françaises, qui l'ont toujours fait savoir au pouvoir politique. C'est le pouvoir politique, lui, qui a changé, depuis d'ailleurs l'arrivée du président Macron. Ça ne s'est pas fait avant. C'est la première fois. Moi, j'ai été pendant quelques temps chargé des finances de la marine. Je veux vous dire qu'entre les promesses de loi de programmation et la réalisation, c'était à mourir de rire, si c'était vraiment drôle. Alors que là, maintenant, nous avons bien sûr... Mais il ne faut pas parler d'un thème de budget, parce que tout le monde traduit ça, un budget, des canons, combien d'hôpitaux, combien de... quel soutien social, etc. On ne peut pas mettre ça en balance. C'est simplement le besoin qu'a la nation d'être protégée. Le besoin que nous avons, à un certain moment, de se dire, c'est de la survie de la nation dont il s'agit. Alors, je ne veux faire peur à personne, mais je dis que toute menace, surtout de ce niveau-là, doit être prise au sérieux. Les militaires les prenaient au sérieux. On leur donnait d'autres missions, à l'Afrique, terrorisme, etc., sentinelle, très joli. Mais ce qui nous arrive de l'Est maintenant est beaucoup plus dangereux, peut-être beaucoup plus dangereux, avec toutes les stratégies que vous allez peut-être aborder, qui sont des stratégies de contournement, contre lesquelles il est extrêmement difficile de réagir par la dissuasion pure, par exemple. Et justement, Jean de Vignassi, quand le chef d'état-major parle d'un choc se tenir prêt à un choc d'ici 3-4 ans en forme de test, ça peut vouloir dire quoi ? Encore une fois, ça ne va pas être une invasion grandeur nature de l'Europe. La Russie est empêtrée depuis 4 ans en Ukraine et a fait 20 km à l'intérieur des lignes. Donc elle n'est pas encore à écraser la Pologne, qui se réarme d'ailleurs énormément. Mais ça peut vouloir dire quoi ? Les pays baltes, des guerres hybrides ? Ça peut vouloir dire 2 choses. D'abord, un engrenage qui dégénère.
Parce que nous sommes en guerre à 2000 km de chez nous, même pas. Et donc ça peut dégénérer. Il y a un avion de l'OTAN qui peut être abattu ou un avion russe qui peut être abattu, entraînant des représailles et ainsi de suite. Donc une escalade, ça peut conduire à un choc, c'est-à-dire effectivement un affrontement majeur. Et puis deuxième chose, c'est que effectivement, vous l'avez évoqué vous-même, il peut y avoir des prises d'otages qui risque de mettre l'OTAN ou la France devant des dilemmes. Prise d'otage et vraie prise d'otage, à la limite. Non, pas prise d'otage d'hommes, mais territoriale, par exemple. Territoriale. On cite souvent Narva, qui est une ville où il y a 60% de Russes, qui est une ville qui se situe en Estonie, à 100 km de Saint-Pétersbourg, et où on pourrait voir apparaître aussi des petits hommes verts qui arrivent, et du jour au lendemain, la ville passe aux Russes, la mairie hisse un drapeau russe, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, et là, ça dépendra beaucoup de nos réactions, et là encore, il y a un risque de choc. Le test peut... Enfin, l'Union européenne, l'OTAN, la Russie peut répondre énergiquement à un test, entraînant une réponse, etc. Donc moi, je ne crois pas non plus qu'il y ait un déferlement de chars russes sur Berlin ou sur Paris, mais en revanche, il peut y avoir des affrontements de grande ampleur, et effectivement, c'est la continuité, c'est le rôle du chef d'état-major des armées, c'est le rôle du ministère de la Défense, du président de la République, de préparer cette éventualité. Alors justement, quel est l'état des rapports de force, puisque la Russie de Vladimir Poutine joue beaucoup dessus, joue beaucoup à nous faire peur, et les Européens, si j'ose dire, tombent beaucoup dans le panneau, ou sont tombés beaucoup dans le panneau ces derniers temps, et là se réarment un petit peu. Je vais aller retrouver justement Robin Dussen qui est au Hub. Robin, on se rappelle, il y a quelques jours, Donald Trump avait dit, lui qui aime bien changer de cap sur la Russie, avait dit la Russie est un tigre de papier. Alors, économiquement, démographiquement, qu'en est-il? Écoutez, par rapport à l'Europe, hein, bien sûr. Ce que dit Donald Trump, en fait, c'est plutôt vrai. Je vous propose ce premier élément, c'est de regarder la population totale de l'Union européenne, 450 millions d'habitants, à laquelle on ajoute environ 70 millions de Britanniques. On voit là que le total d'habitants, tout simplement, est largement supérieur à la population russe, qui est, elle, estimée à 143 millions de personnes. Deuxième élément, si l'on compare les PIB des alliés européens de Kiev et la Russie, eh bien là aussi, l'Union européenne, un peu plus de 17 000 milliards, le Royaume-Uni, un peu plus de 3 000 milliards. On voit là, bien sûr, que c'est très largement supérieur. Ça fait 20 000 milliards contre 1860. Effectivement, et pour vous donner un exemple un peu plus concret, eh bien en fait, le PIB de la Russie, il est plus ou moins équivalent au PIB de l'Espagne. Il est en tout cas il était en tout cas inférieur au PIB de l'Italie. La Russie, c'est moins que l'Italie en termes économiques. Oui, effectivement, et la comparaison ne s'arrête pas là. Si on regarde la part du budget qui est consacré à la défense, un peu plus de 300 milliards d'euros pour l'Union européenne, 70 pour le Royaume-Uni. Là encore, c'est considérable par rapport aux 108 milliards d'euros qui sont consacrés chaque année à la défense en Russie. Alors même ça fait 100 contre 400, donc la Russie a 4 fois moins de budget militaire. Exactement, d'autant que ça demande un effort bien plus important à la Russie qui consacre 7% de sa richesse au budget de la défense, alors qu'on est plutôt de l'ordre de 2% pour le Royaume-Uni et l'Union européenne. Dernière comparaison, celle de l'arsenal nucléaire. Alors là, cette fois, la Russie est largement devant, avec près de 5500 têtes nucléaires. Vous le voyez, c'est largement supérieur à ce que possèdent le Royaume-Uni et la France, les deux puissances nucléaire en Europe, et ce qui fait même de la Russie la première puissance nucléaire. Alors maintenant, cette question, dans quelles conditions Moscou pourrait-elle utiliser l'arme nucléaire? Eh bien avant, il fallait que la Russie soit menacée dans son existentialité. Aujourd'hui, depuis 2024, la Russie envisage d'utiliser l'arme nucléaire si l'Ukraine reçoit le soutien actif militaire de pays qui détiennent l'arme nucléaire. On pense bien sûr aux États-Unis, au Royaume-Uni et à la France.
Merci Robin pour toutes ces explications et tous ces chiffres justement qui sont très instructifs. Je retourne voir mes invités et justement, monsieur l'ambassadeur, là, quand on vient de voir les chiffres, alors je parle là économie, démographie, tout ce qu'on vient d'entendre, j'allais dire, il n'y a pas photo. La Russie est je ne vais peut-être pas dire un nain par rapport à l'Union européenne, mais quand même, il y a quand même plus de 500 millions d'Européens qui ont peur de 140 millions de Russes et qui demandent accessoirement à 330 millions d'Américains de les protéger. Mais c'est une vraie question. C'est pour ça que moi, je comprends qu'on puisse se préparer à un choc, mais je pense que ce choc viendra plutôt d'une perte de contrôle, c'est-à-dire d'une escalade, d'un incident qui dégénère ou d'une tentative un peu provocante des Russes qui conduirait à des réactions et à d'autres réactions, ainsi de suite. Mais je ne pense pas que la Russie, en dehors de ses ambitions sur son étranger proche, c'est-à-dire les anciens pays de l'URSS, ait l'ambition de mettre la main sur la Hongrie, sur la Pologne. Mais est-ce qu'elle aurait tout simplement les moyens quand on voit que, par exemple, le PIB, c'est un rapport de 1 à 10. Je parle sous le contrôle de l'amiral, mais je pense que l'aguerrissement des troupes est quelque chose de très important. L'Allemagne n'a jamais fait la guerre, elle n'a jamais été capable ni désireuse d'envoyer des troupes combattantes. Elle l'a fait en Afghanistan, mais je crois qu'ils n'ont pas combattu. Et alors que les Russes sortiraient d'une guerre victorieuse, parce que l'hypothèse de l'Ukraine résistant est quand même l'hypothèse la plus probable. Mais imaginons que l'Ukraine s'effondre, ce qui est quand même le rempart. À ce moment-là, les Russes auraient l'expérience de la guerre des drones que nous n'avons pas. Ils auraient des centaines de milliers de soldats aguerris que nous n'avons pas. Et donc, effectivement, le rapport de force militaire n'est pas exactement homothétique, ne correspond pas exactement au rapport économique. Sur le rapport économique, la remarque faite par votre expert est tout à fait juste. Hein, on en avait parlé en préparant l'émission, mais j'étais assez sidéré. La Russie, c'est l'Espagne. Voilà. Mais alors, entre l'Espagne et la Russie. Entre l'Espagne et l'Italie. En équivalence de pouvoir d'achat, la Russie est 6e puissance du monde. C'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'avec $1 en Russie, pour schématiser, vous achetez 3 chars, alors qu'en France, vous en achetez un, et aux États-Unis, la moitié d'un. C'est-à-dire qu'en termes de capacité de mobilisation militaire, la Russie est une grande, sinon une très grande puissance. C'est-à-dire parce que quoi ? Parce qu'elle peut quoi ? Par une économie de guerre, elle peut produire. Elle peut produire beaucoup. Pour pas cher ? Pour pas cher, en tout cas en dollars. D'accord. Parce que vous achetez plus avec $1 en Russie qu'aux États-Unis ou en France. Juste, amiral, pour revenir sur ce qui était aussi dit par Romain dans le Hub, sur l'arsenal nucléaire, parce que la Russie joue beaucoup, la Russie de Vladimir Poutine joue beaucoup sur cette peur des Européens. On l'entend beaucoup autour de nous, y compris dans nos familles. Oui, mais si Vladimir Poutine se décide à nous attaquer, il a 5000 têtes nucléaires, c'est le premier arsenal au monde. OK, et nous, on en a, on va dire que 500 en Europe, entre les armes nucléaires britanniques et les françaises. Mais est-ce que c'est pas ça le principe de la dissuasion ? À quoi 500 têtes nucléaires ou 5000, finalement, ça revient au même. À quoi ça sert 5000 têtes nucléaires ? Il y a de quoi anéantir toute l'Europe, une partie de l'Asie. Toute la planète, sans doute. Voilà, donc si vous voulez, le nombre n'est pas important. D'autant qu'en plus, le nombre va augmenter puisque Poutine vient de mettre fin à une fiction, c'est-à-dire un traité qu'ils avaient avec les États-Unis et qui est obsolète depuis un certain temps, depuis 2017 je crois, qui empêchait d'utiliser le plutonium retraité pour en faire de nouvelles armes nucléaires. Donc maintenant, il y a aussi open bar sur les matières fissiles ou de fusion pour la Russie. Donc ils peuvent encore en construire des milliers de plus. Qu'est-ce que ça changerait ? Nous, avec nos 300 têtes nucléaires qui sont bien enfouies au fond de la mer ou sur des bases aériennes sous des avions ou sur un porte-avions, nous pouvons faire suffisamment mal et là on arrive au principe de la dissuasion, qui est la même chose d'ailleurs en termes conventionnels. Car, comme ça a été souligné, nous sommes un ensemble riche, extraordinairement politiquement disparate. C'est-à-dire il n'y a pas de chef, il n'y a pas de direction, etc. Et c'est pour ça que l'Europe met du temps à se mettre on a en face de nous un pays qui démographiquement est en chute libre, qui a un PIB qui est celui de l'Espagne, même si son pouvoir d'achat est supérieur, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes une proie. Et
Poutine et la Russie emploient des stratégies sur lesquelles ils ont travaillé depuis longtemps et que vous avez souligné là tout à l'heure avec monsieur l'ambassadeur, c'est tout un ensemble de mesures de contournement qui vont depuis l'affaiblissement du soutien de la population aux diverses politiques, la division, regardez la Tchéquie, regardez la République tchèque, la Slovaquie, regardez la Hongrie. Tout ça, il y a du travail de fond extraordinaire. La Moldavie aussi, regardez les élections, elles sont toujours sensibles, on dit toujours les Russes interviennent. Dans tous les domaines, les drones, etc. Ça n'est pas un seul paramètre qui change. Ils attaquent sur une quantité de paramètres avec leur Fermatrol, etc. Et toutes les guerres hybrides et les ingérences. Mais tout ça, c'est en même temps, c'est coordonné. Nous n'avons pas un chef, nous n'avons pas une politique unique, nous n'avons pas réuni tous les moyens, nous avons des armées diverses qui peuvent être très puissantes. Il faut donc que nous nous dotions en Europe d'une capacité de dissuasion conventionnelle, je dis bien dissuasion conventionnelle, pour ne pas arriver aux extrêmes. Et de ce conventionnel, c'est-à-dire pas aux armes nucléaires. Pas aux armes nucléaires. Et de ce point de vue-là, la doctrine nucléaire à laquelle faisait allusion monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, peut-être en aparté, elle a un peu changé, puisque, bien sûr, Poutine a dit que tout pays non doté d'armes nucléaires, mais soutenu par un pays doté d'armes nucléaires, les deux deviendraient des adversaires, j'allais dire, nucléarisables. Eh bien, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que Poutine, dans son discours, a toujours parlé de la réalité militaire. Donc, il y a un fond de réalisme. La grammaire nucléaire n'est pas absente de la réflexion des Russes actuellement, comme elle l'était du point de vue des Soviétiques. Et en même temps, une très grande continuité. Gerasimov est toujours là. La ligne des gens qui sont capables de mettre en œuvre l'arme nucléaire, elle est identifiée, elle est stable. Et une chose qui existe aussi et qui donne une certaine marge de négociation, c'est que la Russie fait, comme la France, allusion aux intérêts vitaux. C'est si ces intérêts vitaux sont touchés qu'elle utiliserait l'arme nucléaire. Nous avons toujours employé ça, c'est l'ambiguïté stratégique. On laisse l'adversaire à la fois dans le doute, mais aussi ça nous permet de réagir ou non. Lorsque les Ukrainiens ont attaqué le sud de la Russie, à leur frontière, Poutine a eu beau jeu de dire « mes intérêts vitaux ne sont pas attaqués ». Donc, si vous voulez, il n'y avait pas emploi possible de l'arme nucléaire. Donc, il y a quand même dans cette nouvelle doctrine à la fois une stabilité, c'est très important la stabilité, hein. Je parlais de la stabilité pour les armées françaises tout à l'heure de ce qu'elle disait, la stabilité de la grammaire nucléaire chez les Russes et cette capacité d'apprécier ou non en discussion avec les adversaires potentiels dont il faut savoir s'il existe ou s'il va exister une ligne téléphonique au cas où il y aurait des incidents auxquels monsieur l'ambassadeur faisait allusion, pour pouvoir dire attention, c'est un incident non voulu, etc. Ça existe entre Washington et Moscou. Les fameux téléphones Est-ce que ça va exister entre l'Europe et Moscou ? Ça va devenir très intéressant. Ça nous permettrait d'être considérés comme des partenaires fiables et importants. Juste dans les toutes dernières minutes qui nous restent, monsieur l'ambassadeur, je voulais vous montrer juste un extrait d'un reportage de notre correspondant en Russie, Luc Lacroix, qu'il a tourné il y a 2 ans, c'était en janvier 2023, mais sur que pensaient les Russes de l'Europe. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous, tout simplement. On écoute cet extrait et je voulais votre réaction juste après. De quelle menace parle-t-on ? Cela fait en fait des années que la Russie est accusée d'attaquer le territoire européen, mais de façon insidieuse, non revendiquée. Sabotage de câbles sous-marins, ingérence dans des élections... Non, c'est le mauvais sujet. On va prendre le bon sujet de Lionel Feuerstein sur comment la propagande est à l'œuvre et comment les Russes, qu'est-ce que pensent les Russes de l'Europe. On regarde. Ah bon, alors, à nouveau problème technique. Alors, on va aller retrouver notre correspondant, justement, Luc Lacroix. Luc, vous nous avez envoyé ce message. Je vous demandais, vous êtes notre correspondant en Russie. Justement, que pensent les Russes de l'Europe ? Vous avez rencontré ces Russes-là ? Alors, le discours officiel russe, c'est que l'Europe, plus encore que l'Occident dans son ensemble, l'Europe serait faible politiquement parce qu'elle serait divisée. Et la Russie n'hésite pas à jouer sur ces divisions, par exemple en courtisant en Hongrie Viktor Orban. Elle serait faible militairement, ce ne serait qu'un vassal de l'Amérique. Elle serait aussi faible moralement, elle serait décadente parce qu'elle aurait tourné le dos à ses valeurs traditionnelles, alors que Vladimir Poutine, lui, s'érige en grand défenseur de ces valeurs.
Et les médias répètent cela à longueur de journée. Ils font leur chou gras de chaque crise que traverse l'Europe. C'était particulièrement frappant à l'époque des Gilets jaunes. Ça l'a ensuite été au moment où, soi-disant, des punaises de lit envahissaient Paris. Et tout cela infuse au sein de la population russe, à tel point que quand on est sur le terrain, il y a parfois des Russes qui viennent nous voir pour nous dire qu'ils sont désolés pour nous, qu'ils sont désolés pour tout ce qui arrive à l'Europe, ce qui est paradoxal puisque c'est bien la Russie qui est en guerre. L'autre grand récit, c'est celui de la forteresse assiégée. La Russie serait menacée de toutes parts et d'ailleurs, certains Russes nous disent que Vladimir Poutine a eu raison de lancer son offensive en Ukraine parce qu'elle était en danger. Mais ce qui est le plus marquant, le plus frappant, c'est à quel point les Russes se désengagent de tout ce qui s'approche de la politique. Quand vous parlez à un Russe de la rue, quand vous cherchez à l'interroger, la première réponse, c'est pratiquement toujours « moi, je ne sais pas, je ne fais pas de politique ». Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, qu'est-ce que ça vous inspire de ça? D'abord, la position de la Russie vis-à-vis de l'Europe a beaucoup évolué. Il y a eu un moment, il la trouvait très bien, parce qu'elle faisait du commerce, et donc ça allait très bien. Et maintenant, il voit qu'il y a du mou du côté américain, et qu'en revanche, l'Europe est un point dur d'appui pour l'Ukraine. Donc l'Europe, il n'y a plus d'Occident collectif, c'est la mauvaise Europe qui attaque la Russie, soutient l'Ukraine, etc. Donc on est dans la phase la plus négative, à laquelle il faut ajouter ce que disait votre correspondant, qu'il y a aussi toute cette campagne sur les mœurs décadentes, le mariage LGBT, etc. Donc il y a aussi une critique civilisationnelle qui est peut-être plus profonde encore. Mais donc il y a du conjoncturel. L'Europe est le dernier soutien de l'Ukraine alors que les États-Unis le sont moins. Et puis un problème de fond qui est une évolution des mœurs qui est un peu artificielle aussi d'ailleurs, parce que quand on regarde la société russe, la société des villes de plus d'1 million d'habitants, il y en a au moins une vingtaine, c'est les mêmes mœurs qu'en Europe et qu'en France. Eh bien, merci pour ce débat. Merci à